BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois François Asselin, le patron de la CPME, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Merci, j'ai presque envie de dire merci de faire votre rentrée avec nous. François Asselin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'actualités. Oui. On va parler évidemment de planification écologique. Est-ce que les PME n'auraient pas un train de retard? On va parler bien sûr du coût de l'énergie. On va parler du budget 2024, donc présenté demain. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Mais en fait, on voit que c'est plutôt une inquiétude sur ce qui peut se passer, mais qu'en fait, ce budget 2024, a priori, ne vous est pas trop défavorable. Et puis, bien sûr, on parlera à la conférence sociale. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? On va peut-être commencer par la transition écologique, planification écologique. Vous avez écouté le président. Oui. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous l'accompagnez? On a vu qu'il voulait aller encore plus vite. Est-ce que les PME sont capables d'aller beaucoup plus vite? Mais les PME n'ont absolument pas un train de retard, elles ont souvent un train d'avance et c'est souvent dans les petites entreprises qu'il y a le plus d'innovation, que ce soit en matière technique, développement, que social autour de la transition écologique. Alors, planification, qu'on ait aujourd'hui un gouvernement qui planifie, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a besoin vraiment de stratégies de long terme sur la transition, avec un subtil équilibre à tous les niveaux où il faut trouver le bon réglage pour la méthode, la méthodologie, comment y arriver, le comment, et puis la temporalité, à quelle vitesse on y va. Parce que si on ne règle pas bien les curseurs de la méthodologie et de la temporalité, là on risque de perdre tout le monde. C'est-à-dire que si demain vous imposez des changements de vie, des changements de modèle économique et que l'entreprise... Alors oui, mais il faut que ce soit progressif, il faut que ce soit atteignable, tout simplement. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je ne croise plus un entrepreneur qui ne se pose pas la question comment demain je peux produire, je peux servir mes clients d'une façon différente pour moins carboner mon activité, pour décarboner mon activité. Mais en même temps, c'était Emmanuel Le Chiffre hier qui citait un chiffre, il disait qu'il y a 11% seulement des PME qui peuvent préparer la transition écologique. Vous dites non? Après, non, absolument pas. Après, c'est une question de moyens. Si par exemple vous rentrez dans une, comme je l'ai fait dans ma propre entreprise, dans la décarbonation, vous savez, vous êtes accompagné par la BPI, le coq vert, voilà, pour faire en sorte, de vous aussi à votre niveau, de faire une planification de transition écologique. Lorsque, à la fin de la démarche, lorsque vous emmenez avec vous tous vos collaborateurs, ça c'est déjà un premier point, sensibiliser tout le monde. Mais ensuite, lorsqu'il faut faire des investissements qui ne sont pas productifs et qui sont très importants, et que la banque risque de vous dire, écoutez, je ne vais pas vous prêter parce que c'est pas productif et ça ne va pas vous générer entre guillemets du cash. Eh bien là, vous êtes devant entre guillemets une non-solution. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Voilà, là, au moment où on se parle. Mais bien sûr que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. Donc vous demandez quoi? Vous avez eu la réponse dans les propos du président? Il faut simplement avoir une temporalité qui correspond à la vie des entreprises, tout simplement. C'est-à-dire que si demain, quand vous changez vos véhicules utilitaires, on vous impose d'acheter du véhicule électrique et que vous devez les payer 50% plus cher et que vous n'avez pas de borne à disposition et d'assez d'autonomie et de poids utile en charge, eh bien votre modèle économique s'effondre. Si on le fait progressivement, on va emmener tout le monde. Ce qui est quand même positif, c'est que nous sommes le seul pays européen, et peut-être au monde, à avoir, au plus haut niveau de l'État, intégré cette planification écologique et que dans les entreprises, eh bien, on se pose les mêmes questions. Ça, c'est positif. Pour autant, est-ce qu'on ira assez vite? Eh bien, je suis incapable de répondre à cette question, puisque en 2030, il va falloir, entre guillemets, doubler l'objectif que ce qu'on avait prévu au départ. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Si on y arrive, eh bien, chapeau, mais si on n'y arrive pas, eh bien, il ne faudra pas en vouloir aux entreprises, ni aux Français, parce que tout simplement, tous les mois, il faut pouvoir équilibrer recettes et dépenses. Mais François Asselin, justement, je vous dis, est-ce que vous avez été rassuré par les propos du président? Alors, sur le long terme, écoutez, la stratégie est claire. Maintenant, il y a des choses toutes bêtes. C'est l'ultra court terme, l'énergie, par exemple. Vous voyez ce qui est en train de se passer, par exemple, sur les carburants. Ce qu'on attend sur l'électricité. Et électricité, voilà. Coût du nucléaire, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que on sait très bien que le bouclier tarifaire va s'estomper. Le quoi qu'il en coûte s'arrête. Et c'est tout à fait compréhensible. On n'a jamais demandé à l'État de payer les factures d'électricité de tous les Français et de toutes les entreprises. On sait bien que c'est inatteignable et c'est complètement incohérent. Pour autant, si vous avez une facture d'énergie qui fait que vous
vous dérapez complètement au niveau compétitivité, que vous ne pouvez plus vendre vos produits, eh bien là, ça s'arrête. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Encore une fois, pardonnez-moi, je vous ramène un peu à la réalité, parce que c'est important, parce que vous l'avez en plus, c'est ce que vous vivez tous les jours. La réalité, vous avez deux réalités, c'est-à-dire qu'à partir du 1er novembre, les boucliers tarifaires vont commencer à s'estomper, et que d'autre part, les entreprises qui sont engagées avec les énergéticiens sur des contrats avec des prix très élevés n'arrivent pas à les renégocier. Ce qu'a annoncé hier le président de la République, c'est pas rien. Il a dit on va reprendre la main sur les fixations des prix de l'énergie. Ça veut dire que là, il engage le bras de fer avec l'Allemagne. C'est clair. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas où aboutira. Et accessoirement avec le président d'EDF. Et accessoirement avec le président d'EDF, parce que pour EDF, il faut produire, en même temps, il faut construire des centrales. Donc il faut avoir un prix de l'énergie, de l'électricité, qui lui permet d'assurer et l'amortissement et le développement, et l'exploitation. Mais pour les entreprises, et elles sont nombreuses à avoir besoin, pratiquement toutes ont besoin d'énergie, quelle que soit leur taille d'ailleurs, eh bien il faut pouvoir compter sur un prix de l'énergie qui est dans la moyenne mondiale. Quand vous pensez qu'aujourd'hui aux États-Unis, on peut produire aux alentours de 30 à 45 $, le mégawattheure, nous sommes à 3 fois ce prix-là en France. Oui, mais justement, je recevais le président de l'UNIDEM, donc c'est les industries qui sont hyper électro-intensives. Lui, il citait les chiffres comme vous dites, il faisait un benchmark du coût de l'électricité. C'est sûr qu'en France, on est quand même aujourd'hui, on est encore très cher. Donc vous, est-ce que vous avez fait un calcul à ces PME de ce qui vous paraît acceptable comme fourchette, comme coût de l'énergie nucléaire, je précise? Bien sûr. Nous avons vécu pendant de nombreuses années avec le tarif ARENH, autour de 42 € le mégawattheure. C'est terminé. Si nous arrivons à un prix du mégawattheure situé aux alentours de, si on ne dépasse pas les 80 € du mégawattheure, nous aurons un prix qui restera cher, mais qui est compatible avec le modèle économique d'une grande majorité d'entreprises, voyez-vous. Au-delà, ça commence à être très compliqué. Donc, il faut bien évidemment éviter de dépasser ce plafond. Et pour le reste, il faut arriver dans une moyenne autour de 60 € du mégawattheure. Ça serait l'idéal, voyez-vous. D'accord. Là, vous avez fait un calcul, là encore, c'est plus combien la facture de l'énergie pour les PME? Alors, c'est très variable. Parce PME. Bien sûr, si c'est une PME ou une PMI, quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais tout dépend à la date à laquelle vous avez signé votre contrat d'énergie. Parce que là, de l'autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que si vous êtes engagé sur un contrat sur 3 ans, où vous avez acheté votre prix de l'énergie à 250 voire 340 € du mégawattheure, eh bien vous ne pouvez plus renégocier votre contrat avec l'énergéticien. Vous êtes engagé pour 3 ans. Nous, ce que nous demandons, alors vous pouvez en sortir, mais avec une forte pénalité. Nous demandons à ce que nous puissions négocier avec les énergéticiens, quitte à repartir sur un contrat de longue durée, comme ils le font d'ailleurs avec les électro-intensifs, les gros consommateurs d'énergie. Nous demandons qu'au niveau des PME, nous puissions avoir cette même possibilité de renégocier l'engagement contractuel que nous avons, quitte à s'engager sur une plus longue période. C'est essentiel, ça sauvera beaucoup d'entreprises. Est-ce que je reviens juste un instant, parce que, soyons concrets, les voitures de société, les voitures dans votre entreprise, est-ce que le leasing à 100 €, ça vous paraît une bonne solution? Qu'est-ce qu'il faudrait pour pour équiper le parc des PME, de voitures électriques? On a besoin, très sincèrement, suivant la typologie de votre activité, on a encore besoin d'une rupture technologique. Je m'exprime. Quand vous avez un véhicule utilitaire qui passe du gasoil ou de l'essence à l'électricité, vous perdez à peu près la moitié de la charge utile. Donc vous pouvez mettre 2 fois moins de marchandises. Ensuite, vous avez une autonomie, en plus, quand vous êtes chargé, qui est pratiquement divisée par 2 par rapport à l'annonce du constructeur. Si vous avez par exemple 250 km d'autonomie, je peux vous dire qu'au bout de 125 km, vous devez recharger. Une chose toute bête, pendant que vous rechargez votre véhicule, si vous trouvez bien sûr une recharge, enfin une borne libre, vous payez vos salariés bien évidemment, et ce sont des heures non produites. Donc d'un seul coup, ça vient bousculer complètement votre modèle économique, et si jamais vous vous équipez en véhicule électrique, eh bien, vous risquez tout simplement de faire faillite. Donc c'est absurde, vous voyez ce que je veux dire? Un crédit d'impôt, ça pourrait être une bonne idée ou pas? Comme il y a un crédit d'impôt recharge, on en parlait déjà hier, un crédit d'impôt vert. Alors, on peut effectivement avoir le levier crédit d'impôt, mais je crains qu'il devrait être massif, si vous voulez, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Ce qu'il faut bien regarder quand même, quand on regarde l'évolution des véhicules électriques, avec l'évolution des batteries, on voit très bien qu'à l'horizon 5 ans, et ça va quand même aller très vite, eh bien, on commence à poindre une rupture technologique, à savoir des capacités d'autonomie qui vont doubler, et du coup, on espère une production beaucoup plus importante, et donc des coûts d'investissement qui vont baisser. Donc ça se fera, de mon point de vue, assez naturellement.
On en profitera pour équiper la France de bornes en quantité et en qualité, et je pense que naturellement on y arrivera, voyez-vous. Ouais. Et puis quand vous avez les trajets plus courts, eh bien là, effectivement, vous pouvez peut-être passer plutôt en mobilité électrique. François Asselin, est-ce qu'il faut augmenter les salaires en 2024, grande conférence sociale en octobre? Là, vous les avez en moyenne dans les PME, ils ont augmenté de combien en 2023? Alors, en chiffres macroéconomiques, et ce n'est pas la CPME qui vous le dit, on a plein d'études, hein, les entreprises ont joué le jeu en 2023. L'augmentation des salaires dans le secteur marchand, je dis bien le secteur privé marchand, a suivi peu ou prou l'inflation, 5,2% d'augmentation dans les entreprises en France au niveau des salaires. Et dans les PME, voilà. Et dans les PME, nous avons signé, je vous le rappelle, un accord sur le partage de la valeur avant l'été. 40% des PME ont joué le jeu en 2023 sur la prime de partage de la valeur. Donc ça vient se rajouter, c'est au-delà du salaire, à la rémunération des salariés, au pouvoir d'achat des salariés. Donc les entreprises, sur leur salaire, ont joué le jeu. Maintenant se pose la question de 2024. Voilà, est-ce que vous allez continuer à jouer le jeu en 2024? Vu la tête que vous faites, j'en déduis que non. Vous savez, une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Donc si vous êtes sur un marché et vous n'arrivez plus à basculer sur votre prix de vente, l'augmentation, que ce soit sur les salaires ou sur les matières premières, eh bien là, vous êtes vraiment dans un étau. Et quand vous avez des métiers où ce que vous vendez, c'est avant tout du taux horaire, de la main-d'œuvre, je pense le service à la personne, je pense la propreté, eh bien, augmenter les salaires quand votre client n'augmentera pas son prix de vente, eh bien, ça devient impossible. Là encore, vous basculez entre l'équilibre entre recettes et dépenses. Donc, c'est une question de filière. C'est très compliqué. Pour autant, aujourd'hui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez 3 niveaux de calcul de salaire. Vous avez d'abord l'évolution du SMIC par rapport à l'inflation. Donc ça, c'est automatique. Ensuite, vous avez les accords de branche. Je pourrais revenir dessus. Là aussi, il faut que les branches aient des négociations dynamiques. Et elles l'ont été dynamiques, les négociations dans les branches. Il y a encore combien, le président Macron en a parlé dimanche soir, il y a encore combien de branches qui sont en dessous? Alors, en dessous le salaire minimum, en dessous du SMIC? Enfin, en fait, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que quand le SMIC augmente... Ça fait longtemps la temporalité, là. Très longue temporalité. Le temps, parce qu'il faut que les branches se mettent en ordre de bataille pour négocier entre partenaires sociaux. Donc, dans les 3 mois après l'augmentation du SMIC, généralement, vous avez autour de 110 branches qui ne sont pas dans les clous. Mais 3 mois plus tard, vous n'avez plus que 6 ou 7, voyez-vous. Donc, le temps qu'elles arrivent à négocier. Donc, effectivement, cette temporalité avec les partenaires sociaux, on peut y travailler pour accélérer les choses. Mais... là où c'est plus dynamique, ce sont dans les entreprises. Pourquoi? Parce que le marché du travail est toujours favorable aux salariés. Plus combien en 2024 sur les salaires? Écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que premièrement, c'est pas le président de la CPME qui fixe l'augmentation des salaires dans les entreprises. Non, mais vous avez des remontées. Les remontées, c'est ce que je vous dis, c'est suivant le secteur d'activité, ça sera plus ou moins possible. Une chose est sûre, c'est qu'avec le bel accord de partage de la valeur que nous avons signé, et Dieu sait que la CPME a été un acteur majeur de cet accord de la valeur parce que nous avons considéré que c'était un bon accord, eh bien les entreprises qui feront des bénéfices pourront distribuer. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un que j'ai reçu dans le cadre de l'entretien HEC, donc c'est Hélène Bourboulou. Redoutée, comme je dis toujours, administratrice judiciaire, mais en même temps très très appréciée. Je lui posais la question sur le nombre de faillites qui remontait, notamment en cette rentrée, et notamment pour les PME. Écoutez sa réponse et après, évidemment, vous pourrez commenter. Hélène Bourboulou. C'est rarement une cause unique et d'ailleurs, quand on regarde en détail, c'est assez disparate d'un secteur à l'autre. Donc, on a le faisceau, on a clairement des tendances qui se sont accélérées, en particulier sur la distribution en général, et le retail, c'est un phénomène qui préexistait au Covid et qui là devient très difficile avec des tensions fortes sur la consommation. Donc on a très clairement un phénomène conjoncturel et une concurrence internationale. Et puis sur endettement aujourd'hui, le PGE était calibré sur 6 ans. Donc 6 ans, c'est assez court si on a pris les 2 années de franchise. Il reste 4 ans pour rembourser. Voilà. Vous êtes d'accord que les PGE, ça pénalise? Parce qu'elle dit clairement, les PGE, attention, ça passe pas. Oui, alors on l'a toujours dit, rappelez-vous, la CPME, on a toujours été demandeur d'une mesure qui puisse, d'une façon vraiment précise, pour les entreprises qui sont sur un modèle économique viable et sur un marché porteur, s'ils ont un problème d'endettement, de pouvoir étaler le PGE au-delà des 4 ans ou 5 ans d'amortissement. Parce que c'est trop court pour certaines entreprises, surtout quand l'activité commence un petit peu à se tasser. Là, vous observez une hausse des faillites, là? Oui.
Oui. On va revenir malheureusement à la fin de cette année sur la tendance de faillite qu'il y avait dans l'année 2019, qui était plutôt une bonne année. Alors quand je dis une bonne année, c'est toujours des affaires humaines qui se terminent, donc c'est terrible. Mais il y avait 54 000 défaillances d'entreprises en 2019. On est sur les 12 derniers mois glissants à peu près dans cet étiage. Alors pas de panique, c'est un petit peu normal ce qui est en train de se passer. Il faut bien sûr penser à ceux qui vont mettre un genou à terre. Mais pour autant, nous estimons à la CPME que si nous ne dépassons pas les 60 000 défaillances d'entreprises, on aura quand même en France réussi une sacrée gageure. Il ne faut quand même pas oublier que pendant pratiquement 1 an et demi, l'économie s'est arrêtée. Voyez-vous. Et lorsque le gouvernement a décidé de distribuer massivement les PGE, ça a sauvé beaucoup d'entreprises. Et bien maintenant, c'est un prêt. Donc lorsqu'on dit qu'on a donné beaucoup d'aides aux entreprises, avant tout, ce sont des aides d'endettement qu'il faut rembourser. Et c'est normal. Et c'est maintenant des PME qui sont touchées. Avant, c'était plutôt des TPE. Oui. Là, c'est le phénomène nouveau, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, Edwige Chevrillon. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu à la CPME, c'est que, d'abord, l'arrêt d'une entreprise, c'est toujours un drame humain pour les salariés et pour l'entrepreneur. Bien sûr. Il ne faut jamais oublier l'entrepreneur dans cette histoire. Lui, généralement, il se retrouve avec plus rien. Et c'était souvent, effectivement, les TPE, les très petites entreprises. Et là, on voit monter un petit peu le niveau de l'entreprise et on voit des PME autour de 15, 20, 30 salariés qui, en pourcentage, dépassent ce qu'il y avait en défaillance dans l'année 2019. Donc la fragilité, le point de fragilité, effectivement, se situe autour des PME. On est, entre guillemets, là-dessus, à la CPME, très vigilant parce que, bien évidemment, ce sont le cœur de nos adhérents. 2 dernières questions. Une, évidemment, sur le budget 2024. Et juste avant, la loi sur l'immigration économique. Vous êtes pour régulariser les sans-papiers qui sont dans les secteurs tendus ou pas ? C'est une question très difficile. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Moi, quand on regarde un migrant à la télé, on l'appelle un migrant. Quand on a un migrant dans l'entreprise qui donne satisfaction à son employeur, qui est accepté et toléré et aimé des collègues, qui fait correctement son boulot, qui d'ailleurs paye ses impôts et les charges sociales sur ses salaires, qui est rémunéré correctement, on voit un être humain. Et on en a besoin dans l'entreprise. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien évidemment, on serait plutôt favorable à faire en sorte que des gens qui ne posent aucun problème, qui sont intégrés dans la société, il ne faut pas oublier l'intégration, dans la société et dans l'entreprise, qu'on puisse les régulariser. Pour autant, je suis tout à fait conscient qu'un tel signal peut créer, entre guillemets, des vases communicants. Et là, c'est un problème de société. Budget 2024, présenté demain. J'ai traité cette question en dernier parce qu'au début, vous avez tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, la CVAE, c'est une honte, instabilité fiscale, etc. Bon, mais finalement, il y avait d'autres craintes qui ont l'air d'avoir disparu, de ne plus être justifié, François Asselin. Alors, tant que le PLF et le PLFSS ne seront pas votés, je reste extrêmement prudent parce que, voilà, par le passé, on a connu des désillusions. On n'est pas gourmand, très honnêtement. Nous, ce qu'on demande, c'est la stabilité fiscale. Nous restons quand même les champions du monde des prélèvements fiscaux et sociaux. Ce qu'on demande, c'est une stabilité, qu'on n'en ait pas plus et que les promesses soient tenues. Alors, quand Bruno Le Maire a annoncé que la dernière tranche de CVAE serait étalée sur 4 ans, bien évidemment que ça ne nous fait pas plaisir. On pourrait l'accepter si en face, on avait, entre guillemets, un plan stratégique, entre guillemets, de réduction de la dépense de l'État, de l'action publique. D'accord, on a compris. Donc voilà, très vigilant, mais un petit peu moins d'inquiétude par rapport à il y a quelques semaines. Merci beaucoup François Asselin d'avoir été avec nous. Donc le président de la CPME qui faisait sa rentrée chez nous, une rentrée un peu tardive, mais on est ravis de vous avoir accueilli.